devrait être, je pense, décapante. Alors l'idée a germé déjà depuis quelques mois en se disant à quelques-uns est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça avec une dette et un déficit qui n'arrête pas d'augmenter tous les jours, avec des chiffres impressionnants. Une réponse qui est toujours la même, eh bien, il suffit d'augmenter les impôts et tout va bien, et de se dire mais jusqu'à quand? Alors jusqu'à quand, c'est bien, mais au fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut sortir de ces schémas plutôt archaïques et puis aller vers des nouveaux paradigmes, voir comment on change le logiciel. Alors la première démarche a été de se dire, mais sur cette planète, il y a bien des gens spécialistes, des gens brillants, des économistes qui ont dû réfléchir à la question et qui doivent pouvoir sans doute nous apporter leur éclairage. Et puis je tombe sur une idée de micro-taxe développée par un certain M. Marc Chenet, ici présent, donc professeur de finance et d'économie et titulaire donc, de la chaire, enfin président là-bas au niveau de l'université de Zurich, président du département, et puis diplômé, enfin pas diplômé, pardon, doyen associé aussi à HEC, quelqu'un de très brillant, et essayons de prendre contact avec ce monsieur, et puis on verra bien. Donc, on a eu quelques contacts téléphoniques, et de se dire, mais au fait, c'est quoi? C'est utopiste, ça, c'est irréaliste, pourquoi ça se fait pas? Et en creusant quand même un petit peu, on voit qu'en Suisse, et je ne vais pas dévoiler ce que voulait dire Marc, mais on voit que c'est pas tout à fait une utopie, puisque il y a une démarche qui est entreprise pour récupérer un certain nombre de signatures en Suisse, pour arriver vers, autant que possible, une votation et déposer une loi dans ce sens, en Suisse. En se disant ça, on se dit quand même, peut-être que nous, en France, on peut regarder ça, et puis on est dans des territoires ici, qui sont plutôt des territoires d'innovation, on se dit des terres d'audacieux, on sait que nous, on ose ici, on est en capacité de proposer des options, des solutions, des modes plutôt même en rupture. On emploie assez souvent le mot disruptif, mais qui n'est pas complètement faux. Et de se dire que nous, le club immobilier Nantes-Atlantique, alors c'est pas notre première vocation peut-être de s'occuper de ce genre de sujet, mais quand même, avec ses 330 membres, à nous c'est l'immobilier à 360 degrés, donc l'ensemble de cette filière immobilière, de l'amont à l'aval. Très souvent, nous discutons sur un certain nombre de sujets, justement en essayant de les regarder d'un mode disons en cassant les codes et en se disant qu'est-ce qu'on peut faire en mode disruptif. Et là on s'est dit, c'est quand même un sujet, il faut qu'on se l'accapare, qu'on essaye de comprendre, et puis si cette idée au final n'est pas si idiote, je pèse mes mots, mais je veux dire, elle pourrait être portée, propulsée, eh bien chiche, on est sans doute dans le territoire, si ça doit se faire quelque part en France, sans être prétentieux, c'est peut-être ici que ça peut se faire. D'où l'idée donc de demander à Marc de bien vouloir venir nous faire cette conférence, qui est donc au cours de laquelle donc Marc va nous exposer tout ça. Je vais, avant de lui passer la parole, on va s'organiser de cette manière-là, donc peu importe, 45-50 minutes, il prendra le temps qu'il nous faut. Et on a surtout gardé du temps d'échange derrière, donc on compte vraiment sur vous, pour que vous puissiez, enfin que ce soit interactif, que vous puissiez poser des questions, notamment avec quelques banquiers ou banquières dans cette salle. C'est toujours intéressant d'avoir leur regard. Je doute absolument pas que ce soit particulièrement intéressant l'échange. Voilà, donc je laisse la parole à Marc. Merci pour votre introduction, merci au Club Immobilier de Nantes, à la CCI. Je suis très content d'être ici ce soir, de présenter mes idées et puis d'interagir avec vous tout simplement. Alors je vais essayer de gérer le temps de manière efficace. Vous savez ce qu'on dit, on sait lorsqu'un professeur commence à parler, on ne sait jamais lorsqu'il va terminer, donc faites-moi un signe si jamais ça dérape. Avant de parler des solutions, il me semble logique, je cherche là. Mais il semblerait logique de parler des problèmes. Donc je vais évoquer les problèmes ce soir. Donc en quelque sorte,
la finance casino à laquelle nous sommes tous confrontés et les risques systémiques qu'elle génère. Et puis, bon, pour terminer justement sur une note positive, bien sûr qu'il existe des solutions et la microtaxe en est une. Alors voilà le programme de ma présentation. Je commencerai avec la faillite de la banque Lehman Brothers, il y a environ 10 ans. J'ai écrit un article pour le journal Le Temps à Genève. Donc ici, voilà, la référence. Et puis après ça, j'en reviendrai peu à peu au traitement face à la finance casino et à la microtaxe. Et là, j'utiliserai mon article publié dans Sud-Ouest en décembre. J'utiliserai mon livre, les chapitres 2 et 4 et 6. Alors, la faillite de Lehman Brothers. Cet été, j'ai lu l'été dernier le dernier rapport annuel de cette banque, 2007. Et puis, bon, vous vous souvenez peut-être des médias, il semblait que ça a été comme une catastrophe subite, imprévisible, comme un accident, le crash d'un avion. Ça s'est passé le 15 septembre 2008. Il s'agissait, semble-t-il, d'un accident imprévisible. Alors, c'est peut-être un peu surprenant, mais enfin, si on continue avec cet exemple, chaque fois qu'il y a un crash d'un avion, on cherche la boîte noire, vous savez. Alors, en ce qui concerne la banque Lehman Brothers, une dimension de la boîte noire était justement ce rapport annuel. Alors, bon, il y a un certain nombre de termes, qui étaient employés dans ce rapport annuel, des mots qui reviennent en boucle: performance record, résultats fantastiques, effort de management talentueux, excellence de l'institution. C'est un rapport dithyrambique. L'établissement se félicitait d'avoir été classé premier en termes de trading algorithmique. Il était durable, il y avait même des objectifs philanthropiques. Et il se centrait donc sur la gestion du risque. Quelques mois après, cette institution financière avait disparu. On aimerait comprendre, parce qu'on est frappé par ces mots tellement positifs. Et puis finalement, on se demande ce qu'ont fait les analystes à l'époque. Parce qu'au-delà des mots, il faut se donner la peine d'analyser un document et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans le bilan et ce qu'il y a hors bilan. Ils n'ont pas fait manifestement. Intéressant de voir que juste dans les derniers jours avant la faillite, cette institution avait encore de très bonnes notes, au moins A. On aimerait comprendre comment Moody's en Standard & Poor's fonctionne, on en parlera tout à l'heure. L'ex-directeur, M. Fould, a perçu entre 2000 et 2007 environ un demi-milliard de dollars. Et l'établissement a disparu. Il a été capable, il a été en situation de conserver ce montant. Donc l'établissement était too big to jail, lui était too big to jail, l'établissement était too big to fail. Qu'ont fait les actionnaires pendant les assemblées générales? Comment se fait-il que les actionnaires n'aient pas réagi et n'aient pas demandé à ce monsieur de changer de politique? Donc il y a de vraies questions là qui se posent. Donc voilà, les analystes n'ont pas fait leur travail. Il s'agissait d'une cécité volontaire. L'alerte aurait dû être sonnée. Face à quoi, donc, si vous lisez ce document, donc ce dernier rapport annuel, vous trouverez des informations concernant le bilan. Très bien. Et les journalistes, souvent, comme les responsables politiques, se focalisent sur le bilan. Le problème, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle le hors-bilan. Et le hors-bilan, alors je l'ai cherché le hors-bilan, parce que vous n'avez pas un chapitre consacré au hors-bilan dans ce genre de document. Comme un puzzle. Il faut aller page 352, page 728, page 523. Au bout du compte, vous récupérez un certain nombre d'informations concernant le hors-bilan. Dans le hors-bilan, vous trouverez les produits dérivés, complexes, structurels. Et c'est là que se situe le nœud du problème. Tous les produits douteux, problématiques, sont hors bilan sous la table. Alors les journalistes regardent le bilan, ce qu'il faut regarder, c'est surtout le hors bilan. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la taille de ce hors bilan, vous comprenez qu'il est au moins 50 fois, était au moins égal à 50 fois le bilan d'avant. 50 fois le bilan d'avant. Le hors bilan se justifie pour les produits dérivés, justement, mais il faut que les choses restent raisonnables, 10%, 20%, 30% du bilan. 50 fois du bilan. Et 1500 fois les capitaux propres. Voilà. Les analystes auraient dû fournir deux chiffres. Le hors-bilan, 50 fois le bilan, la banque, et 1500 fois les capitaux propres. Et ça aurait suffi pour comprendre que cette banque, était dans une situation de fragilité extrême.
Ils ne l'ont pas fait. Les capitaux propres représentaient environ 3,25% du bilan. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut comparer les capitaux propres, non seulement avec les engagements au bilan, mais avec les engagements hors bilan sur la table. Et vu la taille du hors bilan, peut-être que 3,25% comparé au bilan représente 0, quelque chose comparé à l'ensemble des engagements au bilan et hors bilan. Les analystes ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas daigné soulever le voile du mensonge. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que c'est la vraie question. Mon point de vue est le suivant. Au-delà de la faillite de Lehman Brothers, il s'agit de la faillite d'un système. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, une période prolongée une période troublée se prolonge dangereusement. Les signaux financiers, économiques, sociaux sont au rouge. La finance casino se développe à grands pas. Alors, en dépit, vous avez vu, ces milliers de pages de régulation, en dépit de tout cela, la situation ne s'est pas améliorée. Les dettes des grands établissements restent disproportionnées et les rémunérations des dirigeants tout aussi scandaleusement élevées. Je fais allusion aux dirigeants des grandes banques, dites systémiques. Vous avez dans le monde environ 30 000 banques. 30 banques sont systémiques. Too big to fail. C'est un système particulier, parce que ces directions sont persuadées qu'elles ne tomberont jamais en faillite. Donc ça commence à contredire la logique de notre économie, qui a toujours fonctionné avec je fais allusion à l'économie libérale, avec un principe très simple. Ceux qui prennent des risques les assument. C'est très très simple. Ça incite donc à une certaine prudence, un certain bon sens. Là, vous avez 30 institutions au niveau mondial qui sont persuadées, leur direction, qui sont persuadées qu'elles peuvent prendre des risques et que si le système dérape, finalement le contribuable paiera la facture. Ce n'est plus du libéralisme, c'est autre chose. Alors, ici, un peu pour illustrer les problèmes, quelques statistiques mondiales, vous voyez les dettes ici, ici, tous ces produits complexes, les dettes représentent environ 3 fois le PIB mondial. Ici, vous avez le PIB mondial, environ 81 000 milliards de dollars, les dettes environ 3 fois plus, croissent plus vite. Et ici, tous ces produits qui sont hors bilan, justement, 9 fois le PIB mondial. Énorme. L'accroissement des dettes mondiales entre 2000 et 2005 correspond à celui observé entre 1950 et 2001. Le système est drogué à la dette. La dette est devenue un business. On rembourse la dette avec de nouvelles dettes. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis plus de 70 ans? Comment se fait-il que le système soit aussi instable? Dans la zone euro, les dettes croissent d'environ 100 millions d'euros par heure. Donc entre le début de l'implantation et la fin, il y aura 100 millions d'euros de dettes supplémentaires. Efficace, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Moi, je me suis intéressé à quelques grandes banques. Goldman Sachs, pour commencer. Ces produits dérivés hors bilan représentaient en 2017, j'ai lu le rapport annuel de 2017, 53 fois le total de son bilan. Pour Lehman, c'était 50 fois. Et environ 568 fois le montant de ses capitaux propres. Pour Lehman, c'était 1500 fois. Alors, on peut dire, bon, il vaut mieux que ça soit 568 que 1500 fois. Ok, on est loin du compte. Et 2,5 fois le PIB des États-Unis. UBS et Crédit Suisse. Alors, bon, là aussi, on a des montants assez importants. Donc pour le Crédit Suisse, leur bilan représentait au moins 687 fois les capitaux propres. Et comme la Suisse est un pays plus petit, bien sûr, que les États-Unis, ça correspondait à 43 fois le PIB du pays. Une banque, 43 fois le PIB du pays correspondant. Et 37% du PIB mondial, une banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Les activités de couverture, c'est aussi un étudiant aujourd'hui en économie et en finance travaille avec un livre sur ces produits dérivés qui sont en bilan. Il va, dans les premières pages du document, lire que ces produits sont utiles avant tout pour la couverture des entreprises. Et c'est vrai, les entreprises, par exemple, elles sont actives à l'import ou à l'export, ont besoin de se couvrir, par exemple, contre les variations du taux de change du dollar, du franc suisse, peut-être, du yen. C'est tout à fait vrai. Le Crédit Suisse écrit noir sur blanc que parmi tous les dérivés que cette banque traite, seulement 0,2% du total correspond à des activités de couverture. Mais qu'en est-il donc des 99,8% restants? Il y a une vraie question à se poser.
Au niveau des rémunérations, hein, ici je fais allusion à l'ancien directeur de cette banque, Val Dogan, il a dirigé entre 2007 et 2014. Il a perçu environ un total de 160 millions de francs, en moyenne 20 millions par an, inclus le salaire, le cash, les actions, stock options, etc. Vous savez ce qui s'est passé avec le cours de l'action pendant ces 8 ans? Chute de 70%. Donc là ici c'est plus du libéralisme. Les bonus, les rémunérations élevées sont tout à fait justifiées en cas de succès. Mais quand le cours de l'action baisse de 70% l'espace de 8 ans et que le directeur en question perçoit 160 millions, au fond, on commence à se poser des questions. C'est un système qui dérape. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc la chute de 70%. UBS, donc, les activités hors bilan correspondent à peu près à 20 fois le bilan et 361 fois les capitaux propres. 28 fois le PIB suisse. Pour le Crédit Suisse, c'était 43 fois. Et à peu près un quart du PIB mondial. Une banque, un quart du PIB mondial. Et là aussi, en ce qui concerne UBS, donc vous voyez en bleu les profits puis les pertes en 2007, 2008, 2009, au moment de la crise. Et en orange, les dividendes. En là, ce graphique est tout à fait logique, puisque les dividendes sont distribués en cas de profit. En cas de perte, là vous voyez en 2007, 2008, 2009, pas de dividende. C'est tout à fait logique, ça correspond à l'économie telle qu'elle fonctionne, ou telle qu'elle devrait fonctionner. Par contre, si on s'intéresse au bonus, ça devient un peu moins logique, puisque vous voyez que bien qu'il y ait eu des pertes en 2007, 2008, 2009, les bonus ont été distribués. Et je vous fais remarquer que, vu la taille de la barre orange, là, de ne pas distribuer de bonus, comme la barre orange est plus grande que la barre bleue, la banque, au lieu de générer des pertes, aurait généré des profits, aurait payé ses impôts. Il est difficile de comprendre que les bonus, durant ces années-là, soient justifiables. Les autres années, oui, puisqu'il y a eu effectivement des profits. Alors en France, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et le groupe BPCE, les bilans additionnés de ces 4 banques représentaient 280% du PIB national en 2010. Après ça, bon, j'ai regardé à nouveau tous ces produits dérivés hors bilan. Alors les chiffres sont moins extrêmes, on va dire, que pour la Suisse, mais ils représentaient environ 9 fois le PIB français pour BNP Paribas, environ 7 fois pour Société Générale, 5,5 fois pour le Crédit Agricole. Et si on compare ces produits, si on compare leur bilan avec le bilan pour ces 3 premières banques, les facteurs sont de l'ordre de 11, 13, 9. Moins élevé qu'en Suisse, tout de même très élevé. Alors ce qui est nouveau par rapport à il y a 10-12 ans, c'est la finance de Londres. On se demande ce que c'est. Vous avez entendu parler de BlackRock, certainement. BlackRock. Donc il s'agit d'institutions financières qui opèrent sans licence bancaire. Ça peut sembler curieux. Conduisez une voiture, c'est comme si on vous disait, voilà, vous avez des chauffeurs de voiture avec le permis, puis il y en a d'autres sans permis, puis tout va bien. Non, tout ne va pas bien, justement. Parce qu'il faut contrôler un peu le système. Donc BlackRock aujourd'hui est de fait too big to fail, vu la taille de cette institution. Donc si un jour BlackRock connaît des problèmes financiers, le contribuable aux États-Unis risque de payer la facture, sans qu'on lui ait demandé d'ailleurs s'il était d'accord ou pas. Donc, je reviens à ce que je disais, au-delà de la faillite de Lehman Brothers, il s'agit de la faillite d'un système dans lequel les dettes, les paris et le cynisme ont pris le pas sur l'épargne, l'investissement et la confiance. Notre système était basé sur l'épargne, l'investissement et la confiance. Et au lieu de cela, on a de plus en plus justement des dettes, des paris. Les paris ne sont pas des investissements. On peut jouer au casino, mais lorsqu'on joue au casino, on n'investit pas. Et le cynisme. Je vais l'illustrer dans le cadre de ma présentation. Donc c'est pour ça que je parle de crise permanente. Et donc les grandes institutions financières, donc je parle des institutions qui sont systémiques, too big to fail, se drapent dans les habits du libéralisme, mais ne respectent pas le principe de base, encore une fois, qui correspond à l'idée suivante: ceux qui prennent des risques les assument. Il ne s'agit pas de demander aux contribuables d'assumer les risques qu'on a pris dans une société libérale. Alors tout cela génère des déséquilibres au niveau de la société. Alors ici, je voulais illustrer mes propos avec la distribution attendue des revenus annuels au niveau mondial. Nous sommes environ 7,5 milliards d'individus sur cette petite planète. Et
On aurait pu penser que les plus riches percevaient 10 millions de dollars par an et les moins riches peut-être quelques milliers de francs. Donc je trace une courbe comme ça. Les plus pauvres aux plus riches, par exemple. J'ai bien mis attendu, je n'ai pas dit réel. Quelle est la distribution réelle? La voici. Distribution observée des revenus au niveau mondial, que voit-on? Rien. On ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie horizontale, une partie verticale. Et au lieu de mettre 3 millions, j'ai mis 4 milliards. Je parle du revenu, je ne parle pas de la richesse, du revenu. Pour la richesse, ça serait un graphique semblable. 3-4 milliards de dollars de revenus par an, Soros ou d'autres. Donc là, vous avez environ 0,01% de la population. Ça génère des équilibres, pas seulement au niveau financier, mais au niveau social, au niveau économique. 70% de la population survit avec moins de 10 dollars par jour. Là, vous prenez un pays comme la Suisse, relativement riche, revenu moyen, on va dire à peu près 70 000 francs par an, invisible par rapport à 3-4 milliards par an. Donc ça permet d'acheter des médias comme nous on achète une baguette de pain. Donc la diversité, aujourd'hui on a Internet, on a beaucoup de choses, c'est très bien, mais la diversité au niveau des médias est bien plus réduite en France comme ailleurs qu'il y a 100 ans par exemple. C'est dommage pour la démocratie. Alors où est l'empathie? Voilà une photo qui a été prise aux États-Unis, la pauvreté, donc les gens qui sont là, et puis ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Ça génère des tensions dans la société. On l'a vu en France, bien sûr, avec les gilets jaunes. Autre déséquilibre. Alors, ici, vous avez en Europe les plus grandes entreprises, donc les bénéfices des plus grandes entreprises, ici en orange, et le cours des actions de ces mêmes entreprises. Donc, si vous étudiez l'économie ou la finance, vous allez apprendre que le cours de l'action, en bleu, est censé refléter les bénéfices attendus, à venir. Très bien. Donc, ça ne veut pas dire que les deux courbes doivent être les mêmes, mais ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on s'attend à une convergence. Et là, on observe une divergence. Pourquoi? Parce que les banques centrales injectent des montants énormes dans le secteur financier, énormes, dans l'espoir que les grandes banques, donc c'est entre autres, surtout d'ailleurs les banques donc systémiques, c'est 30 banques, investissent dans l'économie. Elles ne le font que très partiellement. Donc ces montants stagnent dans cette sorte de finance casino. On observe une inflation, effectivement, des actions, ici, qui augmente, mais très peu dans l'économie réelle. Donc, déconnexion. Et quand l'écart est trop grand, eh bien, il y a un rééquilibre qui se met en place, comme on l'a observé en décembre 2018, un crash boursier, jusqu'à la prochaine fois. Même tendance aux États-Unis, oui, déconnexion entre le cours des actions et le bénéfice des entreprises, avec ou sans Trump, même système. Inquiétant aussi, autre déséquilibre. Donc voilà, il s'agit d'une montée en puissance de la finance casino. Et ici, donc, je résume les points importants. Découplage entre les marchés d'actions et les profits d'entreprise, ce n'est pas normal. Une croissance atteinte sous perfusion de dette qui ne cesse d'augmenter. Donc le système est sous perfusion de la dette, de plus en plus. L'importance prise par la dette et les paris spéculatifs à court terme qui lui sont associés, en lieu et place de l'épargne et des investissements à long terme. La situation actuelle requiert des investissements sérieux et à long terme, par exemple pour lutter contre le réchauffement climatique. Il ne s'agit pas de paris, il s'agit d'investir, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Il en va de leur bien-être et de notre responsabilité. Paris, encore une fois, les casinos existent, on peut parier si on le veut. Il ne s'agit pas de cela aujourd'hui. Donc là maintenant, là où je veux en venir, c'est qu'au-delà de ces points qui sont plutôt techniques, on va dire, là on pourrait, si je m'arrête là, on pourrait se dire, bon, il faut réduire les dettes, effectivement, il faut le faire. Il faut réduire ces paris douteux, il faut réduire la taille du hors-bilan, c'est vrai. Mais on est confronté aussi à une crise des valeurs, qui n'est pas technique. Crise des valeurs. Et là, pour illustrer mes propos, je vais citer quelques exemples brièvement. Vous vous souvenez de M. Kerviel? Certainement, Société Générale. Il a été accusé d'une perte de 4,9 milliards d'euros. Il est allé en prison. Vous vous souvenez peut-être, mais la police a saisi ses courriels électroniques. Et voilà ce qu'il a écrit dans un de ses courriels. Dans une salle de marché, le modus operandi idéal tient en une phrase. Savoir prendre le maximum de risques pour faire gagner à la banque le maximum d'argent. Au nom d'une telle règle, les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas lourd. Au sein de la grande orgie bancaire, les traders ont juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base. La reconnaissance rapide de la recette du jour a été faite. Monsieur Kerviel.
Monsieur Touré, vous vous souvenez de lui, non? Je ne sais pas si vous avez vu le film Inside Job, qui est encore en ligne, sujet de la crise financière aux États-Unis. Et donc, il a étudié dans les meilleures universités, meilleures grandes écoles en France et meilleures universités aux États-Unis. Il a travaillé il a été recruté par Goldman Sachs. Et vous savez probablement, mais il y a eu un procès contre Goldman Sachs à New York. La banque a été accusée de vendre à ses clients des produits douteux. Et donc, on le voit dans ce film, Inside Job, ainsi que le directeur de la banque. Et aux États-Unis aussi, la police a saisi les courriels de ce monsieur. Et donc, voilà ce qu'il a écrit dans un de ses courriels. De plus en plus d'effets leviers dans le système, donc de plus en plus de dettes dans le système. L'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant. Quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit, le genre de truc que tu inventes en te disant, et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique, et que personne ne sait pricer, c'est évaluer. Ça fait mal au cœur de voir que ça implose en vol. C'est un peu comme Frankenstein qui se retourne contre son inventeur. Vous savez à quoi il fait allusion lorsqu'il parle de ces trucs, de ces machins qui ne servent à rien, etc., pour reprendre ces termes hautement conceptuels? Justement, leur bilan, tous ces produits complexes qui correspondent à 9 fois le PIB mondial. Il écrit noir sur blanc, hautement complexe, sert à rien, inquiétant, etc. Il le dit. Troisième exemple, M. Polk, ancien trader à New York, il a écrit quelques articles très intéressants. Je le cite. Durant ma dernière année à Wall Street, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais furieux, car ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfants, pas de dette à rembourser, pas d'objectif philanthropique à l'esprit. Je voulais plus d'argent pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre. J'étais intoxiqué. Non seulement je n'aidais pas à trouver des solutions aux problèmes du monde, mais j'en profitais. Donc je résume, 3 exemples. Le premier se compare à une prostituée, le second à Frankenstein, et le troisième dit qu'il est drogué à l'argent. C'est une crise de valeur. Et il faut traiter ces problèmes de manière sérieuse, puisque si vous prenez le temps de lire les programmes de cours en économie, en finance, en France comme à l'étranger, dans les grandes écoles, les universités, entre 2006, 2007, avant la crise et maintenant, ça a changé, mais assez peu. Donc, la finance est enseignée de manière technique, avec des recettes, très bien, il faut le faire. On parle de prix d'actifs, il faut le faire, mais avant de parler de prix, il faut parler de valeurs. Ce que je me dis à mes étudiants, parlons des valeurs, je leur cite ces 3 cas. Quelles sont vos valeurs, quelles sont les miennes, quelles sont les valeurs de la société. Déterminez vos valeurs, parce que sinon, vous risquez d'être confronté au cas qu'a mentionné M. Kerviel. Il a dit quelque chose d'intéressant. Son chef était au courant de ce qu'il faisait, mais c'était toujours oral. Et tant qu'il générait des bénéfices, énormes d'ailleurs à un certain moment, le chef ne disait rien, son responsable hiérarchique. Dès qu'il a commencé à générer des pertes, il a commencé à recevoir des courriels de son chef. Je dis à mes étudiants, réfléchissez. À l'université, vous avez le temps de réfléchir, de déterminer vos valeurs. Faites-le, ce n'est pas à moi, professeur, de vous dire quelles devraient être vos valeurs, mais pensez-y, parce que M. Kerviel a dû décider en temps réel, par rapport à son chef, ce qu'il faisait. Ou bien il acceptait d'aller de l'avant et que ça reste toujours oral, ou bien il disait non, je cherche un autre travail. Il a pris probablement la mauvaise décision, il est allé en prison, ça a mal tourné. Il faut bien réfléchir à ces questions. La finance n'est pas une matière uniquement technique. Il y a beaucoup de concepts derrière. J'aimerais citer un dernier exemple, M. Blomfein, qui est encore aujourd'hui donc directeur de Goldman Sachs. Il a indiqué en 2009 qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu, tout simplement. Donc, je fais allusion cynique, c'est du cynisme. L'œuvre de Dieu. Alors, avant de revenir aux solutions, j'aimerais tout de même creuser encore un peu plus et mettre en lumière des produits financiers douteux qui correspondent vous savez, à ce 9 fois le PIB mondial. Alors, c'est présenté comme une innovation financière, et dans la presse, par définition, l'innovation est toujours positive. C'est nouveau, donc c'est bien. Donc, c'est nouveau, ça peut être bien, ça peut être mauvais, on ne sait pas, il faut faire attention. La finance doit être une science. Dans chacune des sciences, en médecine, en biologie, les problèmes qui se posent, ce qui vient d'être découvert, n'est pas toujours positif. Rappelez-vous des réflexions d'Einstein au sujet de la bombe atomique, par exemple. Des vraies réflexions. En médecine aussi, il y a des réflexions éthiques. En finance, non. C'est nouveau, donc c'est bien. Essayons de prendre un peu de recul et de voir dans quelle mesure ça peut être bien et dans quelle mesure ça peut être négatif.
suivant les produits financiers. Alors, ces produits sont présentés un peu comme permettant de couvrir les risques. Mais on n'a pas besoin de produits financiers pour couvrir les risques qui correspondent à 9 fois le PIB mondial. Pour couvrir les risques, on va avoir besoin de 20%, 30, 40% du PIB mondial. J'ai un salaire, j'utilise peut-être mon salaire à hauteur de 5 ou 10% pour couvrir mes propres risques ou ceux de ma famille, mais pas 9 fois mon salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on en est exactement? Alors, si ce ne sont pas des produits de couverture, à quoi correspondent-ils? Alors, peut-être à des paris, justement. Alors, les transactions qui correspondent à la couverture des risques ne représentent qu'une faible proportion du total. Alors, sur ce total monstrueux, 9 fois le PIB mondial, vous avez peut-être 3, 4, 5% qui est vraiment utile à l'économie. Je ne dis pas que tout est mauvais, je dis qu'il y a un petit pourcentage qui est utile, très utile à l'économie, et que le reste génère du risque systémique. Une sorte de logique de pompier pyromane. Parce que les institutions qui vendent ces produits supposés être des produits de couverture, ils en vendent tellement, 9 fois le PIB mondial, que ces produits génèrent du risque, et qu'il y a encore plus besoin de produits de couverture au bout du compte. Donc c'est une spirale. Donc ça c'est ce que je viens de dire, 9 fois le PIB mondial, il en résulte un risque systémique. Alors je vais vous donner un exemple, juste pour illustrer nos propos, pour être concret, avant de venir aux solutions. CDS, Credit Default Swap. Alors si vous lisez la presse, vous verrez ce terme, la presse financière, vous verrez ce terme qui apparaît. Vous voyez ce terme qui apparaît régulièrement. Alors, bon, si on ne sait pas ce que c'est précisément, bon, on peut utiliser Google, ce que j'ai fait. Vous trouvez une phrase de ce type: un CDS est un produit dérivé qui permet, donc hors bilan, qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une entité de référence. Alors, il est environ 19h, on est fatigué le soir, on a une phrase comme ça. Déjà, c'est un jargon, c'est complexe, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Alors, ou bien on sait ce qu'est un CDS et la phrase n'apporte rien, et si on ne sait pas ce qu'est ce produit, on ne sait pas si on est vraiment avancé. Donc, j'ai un petit graphique là pour illustrer le problème. Vous avez une banque qui fournit un crédit à une entreprise, un montant X, par exemple 10 millions d'euros, et puis, comme d'habitude, vous avez des contrats d'assurance entre l'entreprise et une compagnie d'assurance contre les dégâts liés au feu, aux dégâts des eaux. Très bien. Après un certain temps, la banque craint que l'entreprise ne soit pas en situation de rembourser les 10 millions d'euros, et elle achète un Credit Default Swap, un CDS. Aux États-Unis, les CDS correspondent à 10 millions, à des prêts de 10 millions de dollars. Dans mon exemple, 10 millions d'euros. Donc elle achète un CDS, et si par malheur l'entreprise connaît des problèmes financiers, si l'entreprise ne rembourse par exemple que 3 millions d'euros, eh bien la banque activera son CDS et la compagnie d'assurance fournira la différence des 7 millions d'euros. Donc jusqu'à là, à ce niveau-là, un CDS est très utile parce que c'est un vrai produit de couverture. Il joue un rôle positif dans l'économie. Je reviens à ce que vous pouvez trouver sur Internet. Une petite remarque. Vous savez, c'est comme lorsque vous achetez des médicaments, il y a écrit effet secondaire. Il faut prendre les lunettes, puis essayer de comprendre ce qui est écrit. Et là, sur Google, vous trouverez cette phrase: il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer, comme ils disent, entrer dans un contrat CDS. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas nécessaire d'être exposé à un risque pour se couvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas nécessaire. Quand on commence une phrase par il n'est pas nécessaire, on perçoit les choses positivement, c'est-à-dire qu'on a plus de degré de liberté. Alors si je transpose cette phrase dans le domaine de l'automobile, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire, il ne serait pas nécessaire de posséder une automobile pour acheter une assurance voiture. Ah, moderne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne possède pas d'automobile, pourquoi aurions-nous besoin d'une assurance contre les accidents? Je poursuis avec cet exemple. Nous serions autorisés à acheter une assurance auto sur la voiture du voisin. Magnifique, liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une assurance auto ou est-ce que c'est autre chose? Pas seulement une, puisque rien n'est régulé. Aujourd'hui, en dépit de milliers et de milliers de pages de régulation, on pourrait acheter 1, 10, 100 assurances auto sur la voiture du voisin. Pourquoi? Mais c'est une assurance ou c'est autre chose? Et pourquoi le ferions-nous? Parce que peut-être que le voisin, justement, conduit très mal. Ah, d'accord. Ah, c'est une assurance? Non, probablement pas. C'est quoi? C'est un pari. Un pari sur quoi? Sur son accident, bien sûr. Et si on est autorisé à en acheter autant, 10, 20, 100, comme c'est le cas aujourd'hui, pas pour les voitures, heureusement, mais pour ces produits de couverture, soi-disant de couverture contre le risque de défaut, on va peut-être être incité pendant la nuit à manipuler la voiture du voisin, pour être sûr qu'il va bien avoir un accident. Donc c'est pour ça que c'est interdit avec tous les contrats d'assurance, quel que soit le domaine de l'assurance.
Donc au lieu de milliers et de milliers de pages de régulation contre-productive, on a besoin de 2 phrases dans ce domaine. Vous possédez une voiture, vous devez acheter une assurance auto. Vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance auto sur autrui. Très simple, 2 phrases, pas de milliers et des milliers de pages de régulation. Alors je reviens à mon exemple, non pas avec les voitures, puisque c'est interdit, heureusement, mais avec le CDS. Alors là, le CDS est utile, c'est un produit de couverture. Je continue. Supposons que la banque, au lieu d'acheter un CDS sur 10 millions, sur un prêt de 10 millions d'euros, achète X plus Y, donc 10 CDS sur 10 fois 10, 100 millions d'euros. Et pourquoi la banque a-t-elle besoin de se couvrir sur une perte de 100 millions d'euros, puisque le montant maximal de la perte correspond au crédit, en l'occurrence 10 millions d'euros? Alors, permettez-moi de comparer 2 scénarios. Scénario numéro 1, l'entreprise rembourse à la banque les 10 millions, la banque perçoit les 10 millions d'euros. Scénario numéro 2, l'entreprise est en proie à des difficultés financières et ne rembourse que, par exemple, 3 millions d'euros. Que va faire la banque? Elle va activer ces 10 CDS, elle va percevoir 10 fois la différence, 10 fois 7, 70. Je résume. La banque, dans cet exemple, perçoit plus lorsque son client a des difficultés financières que lorsqu'il est dans une situation saine. C'est un non-sens. Un non-sens. La banque, ici, comme n'importe quelle entreprise, devrait être satisfaite lorsque ses clients se portent bien financièrement, et pas l'inverse. Là, c'est l'inverse. Voilà, les valeurs sont renversées, il s'agit de cynisme. On prête un client, on parie sur sa faillite, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est autorisé aujourd'hui, pour les CDS, en dépit de milliers et de milliers de pages de régulation. Après ça, une autre banque peut intervenir dans ce jeu. Et bien que, je fais allusion encore une fois aux banques systémiques, pas à n'importe quelle banque, à cette trentaine de banques au niveau mondial. Les banques plus petites ont bien sûr une logique différente. Et elles achètent des CDS sur cette entreprise, bien qu'elle n'ait aucun rapport avec elle. Aucun rapport, c'est-à-dire qu'elle ne lui a octroyé aucun prêt. Au bout du compte, une de ces entreprises va tomber en faillite, au risque de tomber en faillite, et nous, contribuables, nous allons payer la facture. Vous savez, je suis professeur, peut-être que ce que je dis est purement théorique, et ça serait mieux ainsi. Ça serait mieux ainsi. Alors c'est théorique ou c'est pratique? Est-ce que ça s'est passé il y a environ 10 ans et demi, à New York, avec une banque? Mon exposé est logique, donc j'ai commencé en citant une banque, et j'y reviens. Ici, Lehman Brothers, qui est tombé en faillite, septembre 2008. Quelle était la compagnie d'assurance qui avait vendu tous ces CDS? Vous en souvenez peut-être? AIG. Quelles étaient les banques qui ont acheté ces produits? Goldman Sachs et d'autres, en Europe. Donc les banques qui ont acheté ces produits pariaient sur la faillite ou le défaut de Lehman, pour être clair. AIG, inversement, était persuadé que Lehman Brothers ne tomberait jamais en faillite. AIG était persuadé que Lehman Brothers était too big to fail, systémique. Ils l'ont dit. Les interviews dans ce film, Inside Job, de l'ancien directeur, noir sur blanc, l'ont écrit, ils l'ont dit. Ces produits étaient une money machine. Ils vendaient des papiers, des CDS, à d'autres banques, Goldman Sachs, en étant persuadé que Lehman était systémique, too big to fail. Donc lorsqu'une banque est too big to fail, lorsqu'on est persuadé qu'elle ne tombera jamais en faillite, la valeur de l'assurance sur son défaut est nulle. Donc ils vendaient un papier, le CDS, aussi souvent que possible, ils inondaient le marché en se disant voilà, on fait un arbitrage, on vend un papier qui a une valeur nulle et on le vend à un certain prix. Et on fait un profit. Ils l'ont dit. Et puis quand Lehman est tombé en faillite, AIG était quasiment en faillite, parce qu'il pouvait plus de bourse. Qui a déterminé si Lehman allait tomber en faillite, oui ou non? Monsieur Paulson, ministre des Finances à l'époque aux États-Unis, ancien directeur de, vous savez de quelle banque? Goldman Sachs. Pur hasard. De Goldman Sachs. Et pour que Goldman Sachs puisse effectivement récupérer le profit lié au pari, il fallait tout d'abord que le pari soit enclenché, soit gagnant, donc que Lehman soit fasse défaut, soit tombe en faillite. C'était le cas. Et après ça, surtout éviter qu'AIG tombe en faillite. Surtout AIG. Alors, seconde étape, M. Paulson a décidé que AIG était too big to fail. Donc, le contribuable américain a renfloué AIG et 2 tiers de ses montants sont allés pour ces banques. Et l'économie réelle dans tout ça, vous me direz, elle en a souffert, elle a pâti. Il y a eu 30 millions de chômeurs de plus, vous savez, d'autres faillites en dehors de ces systèmes. Voilà.
C'est le risque systémique, c'est cette logique de pompier pyromane à laquelle je faisais allusion. Si vous et moi on fait un pari sur le temps qu'il va faire demain, si on parie 100 euros, ça n'a aucune incidence sur l'économie mondiale. On s'en moque. On peut parier cela, bien sûr, pendant l'apéro. Mais ces paris, vu l'échelle, vu la taille qu'ils représentent, ont bien sûr une incidence énorme, pas seulement au niveau strictement financier, mais au niveau économique, au niveau social, à tous les niveaux. Et donc, encore au jour d'aujourd'hui, encore maintenant, c'est autorisé, c'est possible. Un autre exemple, je suis désolé, c'est en allemand, mais enfin, on va voir en français dans un instant, de produits hors bilan, de produits toxiques qui posent problème. Là, on va juste regarder les chiffres, c'est ce qui compte, indépendamment de la langue. C'est un produit qui rapporterait du 9,5%. Une grande page dans le journal de Zurich, la NZZ. Alors, une obligation suisse à 10 ans, un rendement quasiment négatif. Là, le client potentiel peut être intéressant du 9,5%. Et avec de bonnes notes pour le produit, vous voyez A1, A+, et avec des sociétés qui ont une bonne réputation, le plus souvent la Fargessim ou ABB. Un autre produit du même type, 8%, qui rapporterait du 8% avec 3 actions Nestlé Swatch Zurich. Et puis en France, vous connaissez peut-être le doubleau, le cas doubleau, proposé par les caisses d'épargne. Comment ça fonctionne tout cela? Je vous explique juste brièvement. Là, il y a 3 actions Nestlé Swatch Zurich. Vous achetez le produit, vous rapporte 8%, et ça dure un an souvent. Donc vous investissez 100 000 euros au 1er janvier, vous percevez 8%, 8 000 à la fin décembre, et vous récupérez votre capital de base, si et seulement si, soit ces 3 actions ont eu un cours qui a augmenté, soit si le cours est resté stable. Si une des 3 chute et atteint un certain niveau, vous commencez à perdre le capital. Donc au lieu de récupérer 100 000 euros, vous allez récupérer 95, 90, 85. Voilà, la logique. Bon, c'est ambigu, pourquoi? Parce que dès que vous commencez à étudier la finance, vous allez apprendre un mot, diversification. Donc vous allez vous dire, c'est bien, mais diversifier ce produit, vous avez Nestlé, Swatch Zurich. C'est exactement le contraire, parce que plus le produit est diversifié, plus vous avez des chances de perdre, vous en tant que client, nous en tant que client. Supposons que le produit soit parfaitement diversifié. Asie, Europe, États-Unis, etc., Amérique latine. Qu'il y ait 10 actions. Vous êtes quasiment sûr qu'en l'espace d'un an, une des actions va chuter. Parce qu'une suffit. Dès qu'une chute, vous commencez à perdre. Donc c'est ambigu. Ce qui est ambigu aussi, c'est la note. J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure, ça va? Oui. Parfait. Ce qui est ambigu aussi, c'est la note. Bonne note. Vous savez comment fonctionnent ces sociétés? Donc elles évaluent un client et le client les paye. Moi je suis professeur, je ne suis pas payé à la fin de chaque cours avec une enveloppe par mes étudiants. Les professeurs sont honnêtes, mais tout de même. Donc on a un système tout simple, là c'est l'impôt. Les parents payent les impôts, les étudiants, et puis on est rémunéré sur cette base. Là il est clair que si ces institutions commencent à donner de mauvaises notes, elles risquent de perdre le contrat. Donc c'est un système particulier, on va dire. Vous avez une idée du temps, du temps moyen pris par Moody ou Standard & Poor's pour fournir une note, une évaluation d'un pays? C'est pas seulement une évaluation, c'est aussi 200 à 300 pages de rapport. Combien faudrait-il, de manière raisonnable, on va dire, combien de temps? Supposons qu'une seule personne traite le dossier en question, pour évaluer la Grèce, l'Allemagne, Total, Volkswagen. Qu'est-ce qui serait raisonnable? Quelques mois peut-être? Quelques semaines? 2-3 heures. 2-3 heures. Et c'est très facile, il y a plusieurs sources, très facile. On sait combien de personnes travaillent pour ces institutions, pas de secret, et on sait combien de rapports et de notes ces institutions fournissent chaque année. Donc il suffit de diviser. Vous avez la moyenne, 2-3 heures. Comment peut-on croire qu'en 2-3 heures, on puisse évaluer, encore une fois, l'Allemagne, la Grèce, Total, Volkswagen? Comment peut-on croire ça? Comment peut-on croire qu'on puisse générer une évaluation sérieuse en quelques heures? Il faut que cela se sache. Bon, Doubleau, voilà, c'était un produit qui a fait scandale en France. Vous en avez peut-être entendu parler. Alors, Doubleau, comme son nom l'indique, alors on va doubler la mise. Voilà. On peut le croire. Donc, là, vous aviez 10 à 12 actions. C'est pas 2 ou 3, c'est 10 à 12. Et puis, si en l'espace de 6-7 ans, aucune de ces 10 ou 12 actions ne chutait, vous oubliez la mise. Mais il ne fallait pas vous inquiéter parce que dans le pire des cas, vous alliez récupérer votre capital après 6-7 ans. Donc c'est pour ça que ce produit était supposé être à capital garanti
et que personne ne le contrôlait ni à Bercy ni ailleurs. En réalité, bien sûr, parce que le produit était bien diversifié, il y a toujours eu une action ici ou là qui a chuté, donc personne, aucun client n'a doublé la mise après 6-7 ans, et alors après ça les clients sont venus et disent on voudrait récupérer le capital. Ah oui, n'oublie pas les commissions, bien sûr les commissions. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour tous les clients quasiment, après 6-7 ans, ils ont récupéré environ 95 000 euros. Enfin 95% de ce qu'ils avaient investi, ils avaient investi 100 000 euros. Est-ce que l'économie française a besoin de ce type de produit? Il faut savoir que mondialement, 10 à 15% de la fortune, donc mondiale, est investie dans ce type de produit. Donc vous avez des entrepreneurs qui ont travaillé toute leur vie, ils arrivent à 60-65 ans, ils se disent voilà, on va investir dans certains produits pour les enfants, les petits-enfants. Ils sont conseillés d'acheter ce type de produit. En moyenne, ils perdent de l'argent. Ce n'est pas la logique de l'entrepreneur, c'est autre chose. C'est un rapt en quelque sorte des profits, de ce qu'ils ont pu au fil du temps amasser pour eux et pour leur famille. C'est une sorte de vol en quelque sorte. Ce n'est pas dans l'esprit entreprise, hein. C'est l'inverse, c'est profiter de l'esprit entreprise. Alors les traitements, j'en viens maintenant à la microtaxe sous peu. Pour les produits financiers toxiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Très simple, certification des produits dans toutes les branches industrielles. Pharmaceutique par exemple, automobile, vous avez une certification. Pourquoi y a-t-il une exception en finance? Donc il faudrait que les grandes institutions qui souhaitent mettre sur le marché certains produits expliquent, et pas avec des milliers de pages, on dit 20 pages, en quoi le produit est utile pour l'économie française par exemple. Qui sont les clients? Seulement les hedge funds, les banques, ou est-ce que les petites et moyennes entreprises pourraient être intéressées, etc., etc. Amélioration et simplification de la régulation, certainement. BAL1, vous connaissez les régulations de BAL1, environ une trentaine de pages. BAL2, 300. BAL3, on a dépassé les 600. Aux États-Unis, ils sont à 1000. Je vous ai donné l'exemple de l'assurance. Donc il faut faire, deux phrases, bien sûr, ça c'est schématique, mais il faut arriver à peu près à une trentaine de pages. Comme ça a été le cas avec le Glass-Steagall Act aux États-Unis, avec le président Roosevelt, une trentaine de pages. Vous savez, il s'agissait de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Trentaine de pages. Sinon, c'est contre-productif. On ne lutte pas contre un système complexe avec une régulation complexe. Non, on lutte contre un système complexe avec une régulation simple. Trentaine de pages, sans exception, que tout le monde peut comprendre. Séparation des banques de dépôt, dont j'y ai fait allusion, ça a fonctionné. Le président Roosevelt était courageux. Il a commencé son mandat en fermant toutes les banques pendant une semaine, pour établir la situation, comprendre celles qui étaient en bonne santé, celles qui n'étaient pas. Après une semaine, il a permis aux banques qui pouvaient à peu près fonctionner de réouvrir. Il a mis en place ce système de séparation entre les banques de dépôt et les banques, on va dire, déjà à l'époque, en quelque sorte, de finance casino. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler aujourd'hui. Le système a fonctionné. Ce n'est pas une utopie, ça a fonctionné entre 1933 et 1999. Et ce système de règles a été aboli par Bill Clinton. Les lobbies financiers aux États-Unis étaient très contents. Il y avait des grandes banques. Veiller à ce que les bonus soient en adéquation avec les profits, bien sûr. Les bonus sont tout à fait justifiés s'ils correspondent à des profits. S'ils correspondent à des pertes, alors on marche sur la tête. Forte réduction de l'endettement des banques systémiques, bien sûr. Trop d'effets de levier, là. Ça génère un risque systémique. En fait, au niveau des capitaux propres, on ne devrait pas être à 4 ou 5%, comme c'est le cas aujourd'hui, on devrait être à 20%. Pour être clair, 20%. Lorsqu'on veut emprunter pour acheter un appartement, et on a des spécialistes ici, moi je me réfère à ce qui se passe à Zurich, il faut mettre 20% sur la table de l'appartement, si on veut obtenir un prêt. Et c'est logique. Si on arrive avec 3, 4 ou 5%, la banque va dire non. Et elle aura raison. Il faut mettre 20% au moins. Bien, il faut que les grandes banques s'appliquent à elles-mêmes la même logique, 20% capitaux propres, pas 3, 4, 5%. Révision de l'enseignement de l'économie et de la finance, bien sûr, j'ai fait allusion. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Pas fermer les yeux ou se boucher les oreilles, non, il faut tenir compte et essayer d'apporter des solutions. Solutions, donc, j'en viens à la microtaxe. Je voulais fixer un peu le cadre, le contexte. Introduction du microtaxe sur les paiements électroniques. Alors, de quoi s'agit-il? Toutes les transactions. Encore une fois, vous allez au restaurant, vous avez un distributeur automatique, vous payez aux factures, les transactions entre les banques, à l'intérieur de chaque banque, tout ce qui est électronique.
Je dis 150, au moins 150 fois. Je dis au moins parce qu'on n'a pas accès à toutes les informations. Par exemple, les transactions interbancaires. Des transferts, par exemple, à l'intérieur de BNP Paribas entre deux clients n'apparaissent pas dans les statistiques. 150 fois le PIB. Si on introduit une taxe de 0,1%, ne serait-ce que de 0,1%, ça, vu la taille immense de l'assiette fiscale, on pourrait réduire la taxe. Ça pourrait être une micro-taxe. Donc en Suisse, avec 0,1%, j'y reviens dans un instant, on pourrait abolir, faire disparaître la TVA, l'impôt direct, donc sur les bénéfices d'entreprise et sur les revenus, et puis le droit de timbre. En France, avec 0,1%, en étant prudent, je ne prends pas un rapport de 150, de 1 à 150, je prends un rapport de 1 à 100, juste en étant prudent parce que je n'ai pas accès à toutes les données en France. On dit encore moins qu'en Suisse. Donc prenons un 100, le rapport 100, c'est celui qui est souvent cité pour la plupart des économies développées. Si on prend 0,1% comme taxe, alors on va générer un montant qui va être proche de celui de la TVA. Donc avec 0,1, donc environ un peu plus de 200 milliards d'euros. Donc avec 0,1%, on pourrait faire disparaître la TVA. Et quand on dit faire disparaître la TVA, c'est non seulement bien sûr baisser les impôts, mais c'est aussi faire disparaître la bureaucratie qui va avec la TVA. C'est un cauchemar, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Ce qui se passe, c'est que c'est un phénomène nouveau, depuis 20-30 ans, le fait que les transactions électroniques aient explosé. Mais à un moment, il va falloir tout de même se poser les vraies questions. On parle beaucoup de digitalisation, et c'est un fait. Donc, vous faites vos courses, je vois en Suisse, on le voit en France, de plus en plus, lorsque vous voulez payer, vous avez un appareil électronique. Les caissières ont tendance à disparaître. On va avoir dans nos villes des taxis sans chauffeur. Ça vient tout cela. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là ? Une démocratie ne peut pas fonctionner avec 20, 30, 40% de gens qui sont en sous-emploi, parce que ça génère des tensions sociales énormes, et on le voit déjà en France aujourd'hui. Donc il faut une solution intelligente. Arrêtons de taxer le travail, c'est absurde. Taxons ce qui est nouveau aujourd'hui, justement ces transactions. Ça va correspondre aux intérêts de 99% de la population. Il ne s'agit pas d'une idée de gauche ou de droite, je pense que c'est une idée actuelle et intelligente, c'est tout. Donc voilà, en deux mots bien sûr, après ça il y aura des questions, du moins je l'espère, on pourra interagir. Alors, de quoi s'agit-il ? D'introduire des grains de sable au sein de la finance casino. Pourquoi ? Vous avez aujourd'hui énormément de transactions qui sont effectuées par les grandes institutions internationales, donc soit ces banques systémiques, ces 30 banques, soit BlackRock ou d'autres, à la micro ou à la milliseconde. L'économie ne fonctionne pas à la micro ou à la milliseconde. L'immobilier ne fonctionne pas à la milli ou à la microseconde, c'est un non-sens. Donc là aussi, la sphère financière est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle. Donc, pour la plupart des foyers fiscaux ou des entreprises, si on fait disparaître la TVA et qu'on introduit une taxe de 0,1%, ça va simplifier le système et baisser les impôts. Pour ceux qui jouent à la milli ou à la microseconde, je dis jouer parce que c'est la finance casino là aussi. Ben oui, ils vont payer plus d'impôts après quelques minutes, ça c'est certain. Donc l'idée c'est d'introduire quelques grains de sable dans les rouages de cette finance casino. Rendrait les flux financiers plus transparents, c'est essentiel dans une démocratie. Personne ne nous a demandé à nos citoyens si on était d'accord de renflouer ou d'aider ou de fournir des avantages de toutes sortes aux grandes banques au niveau international. Mais la moindre des choses, ça serait tout de même que l'on connaisse les risques associés à ces grandes banques. Et les risques sont liés justement à ces transactions énormes, à ce qui est hors bilan et toutes ces transactions. Donc l'idée c'est de mettre un peu de lumière dans ce qui est caché. Est-ce que ces transactions électroniques correspondent à 100 fois le bilan, 150 fois, 200 ? Où est-ce qu'on en est précisément aujourd'hui ? Simplifierait un système fiscal archaïque, complexe et bureaucratique. Je parle avec des spécialistes de ces domaines. Une question simple, combien y a-t-il d'impôts en France ? Chacun me cite un autre chiffre, ils ne savent pas exactement. Plus que le nombre de fromages dans notre pays, c'est dire. Personne ne sait exactement. Est-ce que c'est 320, est-ce que c'est 350, est-ce que c'est 400 ? Je ne sais pas s'ils sont au courant à Bercy non plus. Mais arrêtons. Il s'agit là ce n'est pas la taxe Tobin, il ne s'agit pas de rajouter un nouvel impôt, la microtaxe. Non, il s'agit de faire disparaître le maximum d'impôts en commençant avec la TVA. C'était un exemple, la TVA. On commence avec celui-là parce que c'est un impôt emblématique, la TVA. Puis après ça, on en va plus loin. On ne va pas rajouter de nouveaux impôts. Non, il faut faire disparaître le maximum d'impôts et simplifier le système.
Je dis simplifier le système, je vais parler du cas suisse, on a envoyé un projet au gouvernement, à la chancellerie du gouvernement à Berne, on a envoyé une page. Simple, tout le monde peut comprendre, pas besoin de doctorat en économie ou en finance, on peut être pour ou contre, mais tout le monde peut comprendre. Vous savez combien de pages contient le code des impôts aux États-Unis? Vous savez, aux États-Unis, hein. Je n'ai pas dit en Corée du Nord, aux États-Unis, 75 000 pages. 75 000 pages aux États-Unis. Tout le monde est assis, sauf moi, 75 000 pages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un siècle, il avait 400 pages, aujourd'hui 75 000. Grâce à l'électronique, on peut consulter tout ça en ligne. Nous, on a envoyé une page. Il faut que le système soit simplifié. C'est un cauchemar, pour les foyers fiscaux comme pour les entreprises. Bon, réduire la charge fiscale pour la plupart des foyers d'entreprise, bien sûr. C'est l'idée. Et, comme je l'ai indiqué précédemment, permettrait de taxer les transactions plutôt que le travail. Parce que c'est l'idée. À l'heure de la digitalisation, cessons de taxer le travail. Alors, réduire, voire faire disparaître un certain nombre d'impôts, en commençant par la TVA, passe par la mise en place d'une microtaxe. Alors, ce n'est pas la taxe Tobin, vous connaissez tous la taxe Tobin, pour deux raisons principales. La taxe Tobin se centre sur les transactions dites financières, donc vous achetez des actions ou des devises par exemple. Là, il s'agit de toutes les transactions électroniques. Donc, vous allez au distributeur automatique, vous allez au restaurant, chez le coiffeur, vous achetez des actions, vous payez vos factures avec votre téléphone, avec votre ordinateur, tout. Secondo, encore une fois, il ne s'agit pas de rajouter un nouvel impôt, on en a déjà assez comme ça. Il s'agit d'abord de réduire, puis de faire disparaître un maximum d'impôts. L'assiette fiscale est tellement énorme qu'un taux très faible suffirait. Là, on ne taxe plus le travail et les profits, on taxe les transactions. Vous prenez votre voiture, vous prenez l'autoroute, vous payez un certain montant. Là, il s'agit d'autoroutes financières. Vous prenez l'autoroute financière, vous payez un montant infime, mais qui permettrait de simplifier le système. Donc 0,1-0,2% permettrait de générer 200 milliards d'euros, voire plus. Bien sûr, il faut être prudent, ce n'est pas exactement. Dans l'état actuel, ça générerait un ordre de grandeur légèrement supérieur à 200 milliards d'euros, ce qui permettrait de faire disparaître la TVA, 0,1%. Alors bien sûr, certains vont dire oui, il y aura moins de transactions, c'est fort possible. Et je ne vais pas dire que c'est un mal, les transactions à la milli ou à la microseconde, si elles quittent la France, tant mieux, parce qu'elles sont déconnectées de l'économie. Donc celles-là risquent de disparaître, effectivement, ces transactions. Inversement, si le système en France est simplifié, s'il est moins cher et plus transparent, ça va attirer les entreprises qui vont se dire en France, le système est vraiment intéressant, c'est une idée novatrice, on va s'installer en France. Donc ça ira dans les deux sens. Donc là, je mets 0,1-0,2%, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Plus concrètement, donc j'ai fait allusion, chaque fois que vous payez une facture électroniquement. Si vous retirez de l'argent à un distributeur automatique, vous retirez 100 €, l'impôt est perçu, 10 centimes, automatiquement sans bureaucratie, c'est terminé. Après ça, ce que vous faites avec le cash, c'est votre problème. Il n'y aura plus d'impôt. D'accord? Mais il ne faut pas penser que ça va générer, ça va induire plus de transactions en cash, parce qu'on est tous rémunérés, a priori, de manière électronique. On ne reçoit plus notre salaire dans une enveloppe à la fin du mois. Donc on reçoit un salaire sur notre compte, et puis on va au distributeur si on veut du cash liquide. Et c'est là où l'impôt serait perçu. Et les banques, d'ailleurs, ce qu'on a prévu dans notre projet, seraient rémunérées pour ce travail. Elles joueraient un rôle de percepteur, et le percepteur en question, chacune des banques, serait rémunérée. Donc les banques conserveraient un pourcentage de ce qu'elles apporteraient à Bercy, par exemple. Donc, beaucoup de banques pourraient y trouver leur compte. La microtaxe en Suisse, donc avec 0,2%, on pourrait générer en l'état actuel 200 milliards de francs, presque le tiers du PIB suisse. Et ce montant de 200 milliards est supérieur à la somme des impôts perçus par les pouvoirs publics, juste pour donner une idée, 145 milliards. Donc déjà avec 0,2%, on dépasserait le total des impôts dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître tous les impôts. Je ne dis pas ça non plus, ça serait trop radical. Si vous avez des impôts qui veillent à ce qu'on ne soit pas incité à boire trop d'alcool ou fumer trop de tabac, ou qui vont aider pour la transition énergétique, bon, il y a des impôts qui doivent demeurer. Mais il n'empêche que la plupart des impôts, dans cette logique, pourraient être réduits et après ça, pourraient disparaître. Et si on travaille avec 0,1%, et nous c'est ce qu'on a prévu plutôt que 0,2%, ça générerait 100 milliards de francs. Ça permettrait de faire disparaître donc la TVA, qui correspond à peu près à 23 milliards,
L'impôt sur le revenu et les bénéfices d'entreprise, 21 milliards, et droit de timbre, 2,5. Donc on aurait besoin, pour arrondir, d'environ 47 milliards de francs. Avec 0,1% dans l'état actuel des choses, on aurait 100 milliards. Donc on aurait une marge de manœuvre. Donc on a déposé cette page à Berne. On a un système de, comme vous le savez probablement, de démocratie directe. Donc des juristes à Berne ont testé le document, ils nous ont fait un certain nombre de remarques dont on a tenu compte. On a gardé toujours à peu près une page. Et puis je pense, si tout va bien, nous allons commencer en mai-juin. Qu'est-ce que ça veut dire commencer? Pratiquement, ça veut dire qu'on aura 18 mois pour recueillir 100 000 signatures. Si on y arrive, alors le gouvernement suisse devra organiser, comme on dit, une votation, un vote sur l'ensemble du pays. Donc ça va générer un vrai débat. Comment se fait-il que dans le cadre de ce grand débat dont on parle beaucoup en France, il y a une dimension fiscalité, comment se fait-il, merci pour votre invitation, que l'idée ne soit jamais venue? Comment se fait-il? Au moins qu'on en discute et qu'on apporte des arguments contre. Si on est contre, très bien, ça enrichira le débat. On n'en parle même pas. Pas du tout. J'essaie de contacter quelques journalistes à Paris, je n'ai même pas le temps de terminer ma phrase au téléphone. Comment ça se fait? Ça contredit un fonctionnement démocratique d'une société. Merci encore pour votre invitation, parce que je serais ravi d'en discuter avec vous. Vous soyez pour ou contre, mais au moins qu'on avance. Voilà. Merci. Bon, je vous avais promis du son. On va faire comme ça. Du disruptif, merci pour cet exposé. Il a mérite d'être clair. On va quand même vous passer le micro si vous marchez. Voilà. Question. Question. Il marche. Nicolas. Merci. Bonjour. Je reconnais Saint-Quentin. Alors c'est vrai que ça paraît séduisant, votre proposition. Néanmoins, il y a quand même trois aspects sur lesquels je voudrais discuter avec vous. Le premier, c'est, vous avez presque répondu sur la fin de votre intervention, c'est quid de la possibilité qu'à l'État, avec des incitations type niche fiscale, ou bien au contraire avec des taxes, d'orienter la production ou la consommation d'un pays si on venait à n'avoir qu'une micro-taxe. Peut-être si on la multiplie par 10, on pourrait même envisager de supprimer tous les impôts. Ça, c'est la première question. Le second, c'est l'assiette. Ça équivaut en fait à élargir l'assiette. Et derrière, ça nous fait penser à qui va payer en réalité le plus d'impôts demain avec, je dirais, des gens qui consomment beaucoup, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui consomment toute leur part de leur revenu, qui finalement auraient une taxation marginale plus élevée que celles qui feront moins d'opérations. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce deuxième aspect, c'est plutôt des proportions marginales à consommer et à épargner, ça vous parlera sûrement. Et puis le troisième, c'est quid de l'effet redistributif et psychologique de l'impôt. On l'a bien vu avec les gilets jaunes, avec grosso modo des chiffres qui circulent qui disent qu'entre les 10% les plus aisés et les 10% les moins aisés, on a un rapport avant l'impôt de 1 pour 24 par exemple, alors qu'après l'impôt, en France, il serait réduit à 1 pour 6, c'est-à-dire le phénomène de redistribution et d'acceptabilité des différences, voilà, qui serait peut-être moins lisible pour le coup avec votre microtaxe. Voilà 3 questions en une. Merci. Alors, orienter la production et la consommation, encore une fois, certains impôts, on ne va pas passer de 230, 300 impôts subitement à un impôt. Il faut être réaliste, donc il faut établir des priorités, et je pense que, nous sommes 5 en Suisse, c'est une initiative hors parti d'ailleurs, hein, c'est ni de gauche ni de droite, nous sommes 5, et donc nous pensons que la priorité c'est la TVA, après ça j'ai fait allusion à deux autres impôts. Donc effectivement, lutter contre le réchauffement climatique par exemple,
ça doit nécessiter une politique intelligente par rapport aux énergies. Mais déjà, cesser les subventions pour certains types d'énergie, j'ai fait allusion au pétrole par exemple, parce que les énergies les plus subventionnées ne sont pas toujours celles qu'on croit. Mais je suis d'accord avec vous, donc il faut continuer à pouvoir orienter production et consommation, et il faut garder ce levier, c'est pour ça que nous sommes concentrés sur 3 impôts et non pas plus. Alors, qui va payer? Donc ça, effectivement, c'est une vraie question. D'abord, qui va moins payer? Donc, on a pris un exemple. En Suisse, une famille, la classe moyenne, va, donc 4 personnes, le père, la mère, 2 enfants, ils vont économiser à peu près 4%. Bon, les salaires sont différents. On a pris 100 000 francs, par exemple, le père, la mère, sur l'année. Si la TVA disparaît et si la microtaxe est introduite, cette famille va économiser 4 000 francs par an. Donc, on va dire comment un mortel va économiser. Qui va payer? Tous ceux qui font les transactions, et on conserve la progressivité de l'impôt. C'est important aussi. Pourquoi? Parce que les familles plus riches effectuent plusieurs transactions, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles disposent d'un portefeuille d'actions, d'obligations. Après-guerre aux États-Unis, la détention moyenne des actions était de l'ordre, le temps de détention était de l'ordre de 5 ans après-guerre. Maintenant, c'est quelques minutes, juste pour vous donner une idée. Quelques minutes. Donc voilà, les transactions par manière naturelle bien plus fréquemment. C'était tous ceux qui le font, et pas seulement dans le secteur financier. Parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes. On parle des GAFA par exemple. Ah oui, alors vous avez vu les nouveaux projets. Mais là, ils peuvent être où ils veulent dans le monde. Ils peuvent être à Singapour s'ils veulent, mais s'ils ont un client en France, il y aura une transaction qui sera effectuée entre la France et Singapour, et l'impôt sera pris automatiquement. Voilà. Donc ça résout le problème. GAFA. Après ça, pour l'évasion fiscale, le chiffre qui est souvent cité, c'est 100 milliards d'euros qui disparaîtraient. En termes d'impôts, je veux dire. Mais ça veut dire que lorsque des montants partent à l'étranger pour échapper à l'impôt, ils ne partent pas dans des valises le plus souvent, puisque les montants sont énormes. Ça, c'est à l'époque, donc ils partent de manière électronique. S'ils partent de manière électronique, l'impôt sera pris automatiquement, et puis le montant peut aller à Singapour à nouveau, au Luxembourg, peu importe, puisque dès qu'il y a un mouvement, l'impôt sera pris. Donc, ce n'est pas seulement le secteur financier qui va payer l'impôt sur les banques. Les banques, encore une fois, sont rémunérées pour leur travail dans ce projet, mais c'est aussi beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Total, par exemple, a une salle de marché, achète, vend le pétrole à la Défense, ailleurs. Bon, très bien, chaque fois qu'il y a une transaction, que ce soit sur le pétrole ou sur autre chose, l'impôt sera pris. Voilà. L'aspect redistributif, si la TVA disparaît, socialement, c'est parlant, si vous voulez. D'emblée. Parce que ça va apporter un bol d'oxygène, justement, aux classes les plus pauvres ou les classes moyennes. 20% pour taux normal, mais ça traduit un dysfonctionnement de l'État, parce que l'État prétend que 20% de TVA correspond à un fonctionnement normal. Non, c'est anormal, hein. Ça doit disparaître. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions, mais n'hésitez pas sinon. D'autres questions? Au niveau, Quelqu'un de l'avant, très bien. Au niveau mondial, est-ce qu'il y a d'autres démarches? Est-ce qu'il y a d'autres démarches que la vôtre qui paraît finalement assez isolée à nos yeux, oui, qui vient de la Suisse? Ou est-ce que vous en êtes d'une action un peu fédérée, un peu globale? D'abord, historiquement, l'idée ne vient pas de Suisse, elle vient de France, la dénommée Montgranier, qui à l'époque a écrit un courrier, il n'y a pas encore de courriel, il y a des courriers au président, Valéry Giscard d'Estaing. Donc déjà à l'époque, mais a fortiori maintenant. Et en voulant attirer son attention sur ces volumes électroniques qui commençaient à être élevés. Bon, bien sûr, maintenant ils sont disproportionnés par rapport à l'époque. Et ce courrier a terminé dans un tiroir, comme on peut imaginer, Montgranier. Et puis elle a été reprise après ça par un collègue aux États-Unis, par un chercheur à Toulouse, celui du CNRS. Intéressant, parce que ce n'est pas un économiste ni un financier, je crois que c'est un biologiste. Donc il s'intéresse à Toulouse, CNRS. Et puis moi, ce n'est pas mon idée, j'ai été contacté par quelqu'un du domaine financier, qui a sa société, et qui est venu me voir il y a 5-6 ans, qui voulait me présenter cette idée. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée, à mon avis. Et puis on est là-bas. Alors maintenant, au niveau international, c'est une idée qui dérange.
Donc elle n'apparaît même pas sur le radar. Je vous dis, moi, pour publier, les journalistes de Sud-Ouest ont été très sympathiques, ils ont été ouverts, j'ai pu publier ma tribune en décembre, mais sinon, parcours du combattant. Donc c'est une idée qui dérange. Sur cette base, est-ce qu'il faut aller de l'avant tous ensemble? Moi je dirais non. Depuis que je suis adolescent, j'entends parler de taxe Tobin, alors on dit ah oui, c'est une bonne idée. Alors, à chaque élection, ça revient. En Allemagne, en France, c'est une bonne idée, oui, mais il faut être d'accord tous ensemble. C'est un prétexte pour ne rien faire, ils ne font rien au bout du compte. Donc là, au contraire, le premier pays qui va le faire aura un avantage sur les autres. Pourquoi? Parce que effectivement, la finance casino va partir plutôt à l'étranger, mais ça va attirer des activités, des entreprises qui vont se dire ah mais le système est plus stable, moins cher, plus transparent, moins bureaucratique. Investissons là, donc il vaut mieux être le premier que suivre le troupeau là. Donc voilà où on en est. Si l'idée est reprise ailleurs, très bien, mais il faut essayer de l'avant, il faut essayer d'aller de l'avant à l'endroit où on est. Alors en Suisse, effectivement, on a une démocratie directe. Ça donne beaucoup de marge de manœuvre. Donc on peut proposer une idée, et c'est ce qu'on ne se prive pas de faire. C'est plus compliqué ici. Et c'est pour ça qu'il faut attirer, il faut parler avec les élus. Si l'idée retient votre attention, parlez avec les élus, les journalistes, et leur demander de prendre position par rapport à cela. Le grand débat va se terminer, sauf quand on aura parlé une fois ou deux, peut-être dans les médias de cette idée, comment ça se fait. Voilà, donc au niveau mondial, effectivement, c'est limité, mais bon, il faut aller de l'avant, je pense, parce que le premier pays qui va le faire aura vraiment un avantage. Moi j'ai une question un peu en parallèle, donc c'est un club immobilier qui vous invite ce soir. Je vois bien votre regard là sur justement la façon dont on a retaxé d'une manière plus importante, j'allais dire, l'immobilier en France, notamment à travers un impôt qui était ce qui était l'ISF, qui avait une assiette assez large, puisqu'il y avait à la fois de la finance et de l'immobilier, qui a été transformé, on le voit bien, on a écarté la finance et on a mis uniquement l'immobilier, prétextant que l'immobilier c'est immobile, enfin c'est que de la rente, ça fait vivre je sais pas qui. Au final ça fait vivre beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens derrière, il y a des écoles, il y a des jeunes qui vont là-dedans, il y a de la construction, ce sont des emplois non délocalisables, tout ça c'est plutôt pérenne. Donc je voulais avoir votre regard d'économiste là-dessus. Oh, je suis d'accord avec vous, il fallait faire exactement le contraire. Exactement le contraire. L'immobilier fait vivre des entrepreneurs, des familles. Les produits que j'ai développés, que j'ai montrés ce soir, ils font, à quoi correspondent-ils? Qui font-ils vivre? Ils font vivre les guerriers, les tourés, certains vont en prison, d'autres pas. Non, il ne faut pas vivre une économie. Donc c'est exactement le contraire qu'il fallait faire. Donc ce qui est immobile en dernière instance, ce sont les concepts qu'utilisent la plupart des politiciens depuis 50 ans dans ce pays comme ailleurs. Ils fonctionnent avec les mêmes concepts qui sont immobiles dans leur esprit. Il faut changer de concept. Ça, ils ne le font pas, malheureusement. C'est un problème auquel autant la gauche que la droite est confrontée. C'est un problème général. Changer de concept. Comprenez qu'on est en 2019, que le volume de transactions a explosé, qu'on est confronté à la digitalisation, au réchauffement climatique, et qu'on a, ce n'est pas la solution miracle, mais qu'on a une solution intelligente. Donc sur ce point, l'immobilier, on est tout à fait d'accord, c'est absurde. Ce qui a été fait est absurde. Et scandaleux d'ailleurs, parce que ça a été présenté de manière positive, alors que c'est négatif. Je vais juste revenir sur votre calcul tout à l'heure du foyer moyen. Où êtes-vous, excusez-moi? Qui parle? Je ne vois pas. Ah, là, c'est d'accord. Concernant votre calcul du foyer moyen tout à l'heure, toute transaction serait taxée 0,1%. Oui. Une transaction, ça sert à payer quelque chose qui est soumis à la TVA à 20%. Au lieu de payer 20% de TVA, on paierait 0,1%. C'est ça. C'est ça. Comment s'y retrouver là? J'ai expliqué, c'est-à-dire la TVA sert quand même le budget de l'État. Donc, alors je réponds. Non, mais merci pour votre question. Et vous avez raison de la poser parce que ça surprend tellement qu'on perd ses repères. Si vous voulez. La question, c'est que l'assiette fiscale est énorme. On change de concept, on change d'assiette fiscale. L'assiette fiscale est multipliée au moins par 100, peut-être par 150, peut-être par 200. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc à partir de là, on n'a plus besoin de travailler avec 20% et d'avoir toute cette bureaucratie. On travaille avec 0,1%. Parce que l'assiette fiscale est liée aux transactions, donc tout peut se faire de manière automatique.
Donc bien sûr que ces montants servent à l'État. On ne va pas parler de comment ils les utilisent, ça sera encore un autre débat. Mais pour générer un peu plus de 200 milliards d'euros, comme aujourd'hui, de TVA, on a besoin d'environ, dans l'état actuel des choses, de 0,1% de taxes sur toutes les transactions, ça génère le même montant. C'est ça qui peut sembler surprenant, et c'est vrai, ça a l'air première vue. Mais c'est vrai. Sauf s'il y a moins de transactions. Alors, ensemble, là, on augmentera, on passera à 0,2, mais ça reste bien plus petit que la TVA de toute manière. Voilà. Mais ça surprend, c'est vrai. Pour rebondir, moi je dirais qu'il y a des effets secondaires d'ailleurs qui pourraient être très positifs. À quoi servira le travail au noir demain matin? Puisque vous aurez, vous ne paierez pas de taxes complémentaires sur vos travaux, et donc vous pourrez faire appel à des entreprises qui, elles, sont assurées, qui ont des gens compétents, qui n'ont pas des gens Exactement. forants, etc., qui font ça. Exactement. Il y a plus si la TVA disparaît, il n'y a plus d'incitation à échapper à la TVA. Voilà, aussi simple que cela. Donc le système sera, bien sûr, ça ne va pas se plaire à toutes les professions, ceux qui contrôlent, mais il parle avec des gens qui travaillent au niveau du fisc, qui ne sont pas très contents, ils ont beaucoup moins de moyens, ils pourraient se centrer sur certains problèmes particuliers. Et encore une fois, le système serait simplifié énormément. Petite question technique, n'avez-vous pas peur d'une part que les transactions diminuent parce que techniquement cette taxe va arriver, même si elle est infime, elle peut sur des gros volumes avoir des incidences et des influences. Puis deuxième question, quelles sont les objections qui vous sont présentées sur cette idée qui paraît tellement merveilleuse? Qu'est-ce qu'on vous dit en disant c'est pas bien, qu'est-ce qu'on vous trouve comme objection? Je voudrais vous entendre là-dessus. Mais justement, vos deux questions... En prolongement, parce que c'est assez proche. En gros, vous voulez garder 3-5 taxes en tout, dont celle-là. Non, j'ai dit que on voulait en faire disparaître 3, vous avez compris. D'accord. C'est ça. Mais en gros, il y a 30% du budget d'État, peut-être plus, qui dépendra de cette taxe. Une taxe qui repose sur une bulle financière qui, vous l'avez expliqué tout à l'heure, a vocation à un moment ou à un autre à diminuer par intermittence, mais pendant la période de crise, ça veut dire aussi que les recettes de l'État sont en crise. Alors je remets d'abord au mot de voix. Les deux questions sont liées en fait. C'est la même question. Parce que les transactions vont diminuer et c'est justement l'objection qui est soulevée. Est-ce que j'ai peur de ça? Non, parce que justement, ma présentation est structurée, c'est-à-dire je commence avec la finance casino. Donc je ne peux pas dire en même temps que la finance casino est dangereuse, puis dire après, à la fin de la présentation, ah oui, mais ce serait dommage si ça diminue. Si ça disparaît. Non, il faut que ce soit logique. La finance casino génère des risques systémiques pour les économies mondiales. Donc si ça diminue, c'est bien. Alors effectivement, la logique, la conséquence de tout cela, c'est qu'il y aura moins de transactions. C'est vrai. Alors je prends un exemple en Suisse, souvent. Supposons que, donc avec 0,1%, donc ça génère 100 milliards de francs. On a besoin de 47, pour la moitié. Supposons, exemple extrême, que 80% des transactions disparaissent. Ça serait beaucoup. Donc 0,1% en Suisse générerait non pas 100 milliards de francs, mais 20 milliards. Ok. On a besoin de 47. Comment on fait? On passe de 0,1 à 0,3. Avec 0,3, on générait 60 milliards de francs, supérieur à 47. Voilà, donc je veux dire qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. On sera bien loin de la TVA. Alors, il n'y a pas, pour revenir maintenant à votre à la troisième question, non, tout ne repose pas sur une vaste bulle. Je ne suis pas en train de dire que le budget de l'État va reposer sur la finance casino. Non, il faut qu'elle diminue. Je vous donne un exemple pour être concret. Le système Target 2 en Europe. Il s'agit de toutes les transactions entre les banques. Ça, c'est pas la transaction, c'est pas ce qu'on appelle la finance casino. Toutes les transactions entre les banques, ça circule au sein d'un système qui s'appelle Target 2. Vous pouvez regarder, vous connaissez probablement. Vous avez une idée. Donc ça ne va pas disparaître. C'est essentiel pour les transactions bancaires. Ça correspond à 40 fois le PIB de la zone euro. Les transactions des banques, 40 fois le PIB de la zone euro. Les transactions de la zone euro ne vont pas aller à Singapour, elles vont rester dans la zone euro. Donc pour garder la même échelle en France, vous avez des transactions entre les banques qui correspondraient à 40 fois le PIB français. Mais ça va demeurer, parce que les banques ont besoin de fonctionner. Je ne parle pas des transactions à la milliseconde ou à la microseconde. 40 fois. Voilà, là, vous comprenez déjà qu'on a beaucoup de marge de manœuvre.
Donc les transactions monétaires les transactions que vous évoquez sont basées sur les monnaies. Ok. Donc une monnaie fixée par les États et par l'unité, banque centrale, etc. Depuis quelques années se développent des monnaies parallèles. À la fois les bitcoins, enfin les crypto-monnaies et les monnaies locales, même si elles ne sont pas même dans le même panier, si je puis dire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, à partir du moment où vous allez taxer, je dirais, les transactions en monnaie traditionnelle, qu'il y ait un glissement, alors que ces monnaies sont aujourd'hui parallèles, je vais les appeler comme ça, ou virtuelles, sont soupçonnées d'aider facilement le blanchiment, le terrorisme, etc. Donc, merci pour cette... Hors la monnaie locale, hein, je pense. Non. Merci pour cette question. Alors, je pense qu'il faut scinder crypto-monnaie d'une part et monnaie locale d'autre part. Les crypto-monnaies, les transactions se font de manière électronique, mais le système demeure le même. Vous avez un touriste qui vient en France, qui vient à Nantes, qui aura une carte de crédit en dollars, en francs suisses, en yens, il va payer la microtaxe, peu importe dans quelle monnaie. Donc s'il veut payer dans un restaurant Bitcoin, des restaurants qui accèdent des paiements Bitcoin, il paiera en Bitcoin chez vous. La microtaxe sera prise comme si c'était du dollar, du franc suisse ou de la livre, aucune importance. Les monnaies locales, c'est une autre affaire parce qu'elles ne sont pas électroniques. Donc, à partir du moment où ce n'est pas électronique, enfin pour la plupart elles ne sont pas électroniques, à partir du moment où ce n'est pas électronique, elles ne sont pas concernées. Voilà, mais pour le premier point, ça n'a pas d'incidence. Mais c'est vrai ce que vous avez dit concernant le blanchiment. Par ailleurs, c'est vrai que ces monnaies, les crypto-monnaies sont utilisées pour le blanchiment par les terroristes, etc. Oui. Moi, je veux simplement mettre en avant certainement des freins qu'on trouve certainement dans tous les pays, c'est-à-dire les structures qui sont opposées au changement et notamment les lobbies des percepteurs. Dans ce cas-là, vous êtes en train de retirer le pain de la bouche. J'imagine que vous êtes confronté à des forces très importantes. Oui, enfin tout d'abord, ça va être le lobby des grandes banques, voilà, qui est plus puissant que celui des percepteurs. Mais là aussi, encore une fois, il faut différencier. J'ai parlé de 30 grandes banques au niveau mondial. Pour les banques plus petites, encore une fois, elles percevront un pourcentage pour ce travail. Ce sera un travail sans risque. Après tout, une banque qui fait un travail habituel, je veux dire sans transaction à la milli ou à la microseconde, va y gagner. Pour les percepteurs, il faudra trouver une solution intelligente. Mais bon, il faut comprendre que ça va être dynamique, ça va redynamiser l'économie d'un pays. Si la TVA disparaît, mais c'est un changement radical. Ça va générer de nouvelles activités qui étaient étouffées jusqu'à présent, sous une paperasse insupportable. Il y aura un esprit qui... C'est le lobby des grandes banques qui correspond aux intérêts d'un tout petit pourcentage de la population, mais qui va s'activer. Pour le moment, le projet n'est même pas sur leur radar. Mais lorsqu'ils apparaîtront, ils ont des lobbyistes. À Bruxelles, vous avez à peu près 1700 lobbyistes des grandes banques. 1700 lobbyistes à Bruxelles. Je ne parle pas de Washington. Le responsable qui vient d'être nommé à Bruxelles pour la régulation des banques est un ancien lobbyiste, qui est un ancien directeur de la Banque Santander. Donc il va s'occuper de sa propre régulation. Donc voilà, ça va être le vrai problème, je pense. Merci pour ce. Donc bonsoir, si je comprends bien, en fait, on a un système qui pénaliserait les grandes banques, finalement. Quand on a un État comme la France qui est très endetté et qui est obligé chaque année d'emprunter des milliards et des milliards sur les marchés financiers, donc à ces grandes banques-là, est-ce que finalement l'État n'est pas coincé par ce système? Mais ça c'est paradoxal, parce que la dette des États, y compris la France, a énormément augmenté au moment de la crise et juste après, justement pour renflouer et pour aider ces grandes banques. Et ces mêmes grandes banques viennent dire à l'État, après, vous voyez, comme vous êtes endetté, ça va pas du tout ça. Alors, il y a un manque de logique là. Donc, non, au contraire, parce que ça permettrait de mettre les choses à plat, d'une part, et d'autre part de dire, voilà, avec 0,1, 0,2, 0,3%, 0,4%, on génère des flux suffisants pour le fonctionnement de l'État. Ah, mais on a de la dette. Alors, on va passer à 0,5, 0,6%, puis on va commencer à rembourser la dette. Ah, puis à propos, il y a le réchauffement climatique, et on va générer des solutions intelligentes pour tout le monde, parce qu'on est tous concernés, et les solutions qui ont été mises en place n'étaient pas intelligentes jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes.
il faut financer de nouveaux types de moyens de transport. Donc voilà, rembourser la dette, on pourra le faire bien plus facilement. 0,1%, c'est 200 milliards de plus par an. Voilà, on le fait. Et si c'est 100 milliards, on prend tout de même. Et on commence à rembourser la dette. Donc la dette prend les États à la gorge, effectivement. Ça permettra d'avoir un peu plus d'oxygène, au contraire. C'est bon pour bien comprendre le raisonnement. Imaginons que quelqu'un reçoive 10 euros de salaire. D'accord ? Avec ce salaire, il va acheter un bouquet de fleurs qui coûte 10 euros. Le fleuriste va chez le coiffeur pour 10 euros. Le coiffeur va chez le garagiste pour 10 euros. Ils font ça 1000 fois. Avec 0,1% de fiscalité, finalement, à la transaction, avec 0,1%, s'ils font ça 1000 fois, on va totalement aspirer ces 100 euros. On va totalement, pardon ? Aspirer le coût des 10 euros. Parce que finalement, on fait circuler de l'argent, et c'est ça l'économie. On fait circuler de l'argent. Ces 10 euros, mettons qu'ils circulent 1000 fois. Avec une taxe à 0,1% fois 1000, on va totalement aspirer la richesse qui va être créée. Aspirer, qu'est-ce que vous entendez par là précisément ? Et bien, à la fin, il n'y aura plus cette création de richesse de 10 euros. Il faut prendre des chiffres qui soient réalistes. La vitesse de la circulation de la monnaie, c'est de l'ordre de 2, 3, 4, c'est pas 1000. Là où ça circule très très vite, c'est au sein de la sphère financière pour la microseconde. Mais votre exemple du fleuriste, bon, la fleur ne va pas circuler 10 fois, 20 fois. Ça va être raisonnable comme ça l'est actuellement. Voilà. Un homme achète des fleurs à sa femme, une fois, c'est une bonne idée d'ailleurs, mais je veux dire que ça ne correspond pas à une circulation d'aimante. Ce qui correspond à une circulation d'aimante, c'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Ça oui, mais c'est justement ça qui est en une demi-heure. Le reste, l'économie, le fleuriste va souffler parce qu'il va dire « Ah, la TVA disparaît ». Au contraire, ça va apporter un bol d'oxygène à toutes ces petites et moyennes entreprises qui seront dans cette chaîne que vous décrivez. Pas seulement au niveau financier, mais en termes de bureaucratie. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que l'économie pour un foyer moyen suisse qui gagnait 100 000 francs par an avec votre système gagnerait au final 4 000 euros, non, 4 000 francs, 4 000 francs, 4% environ de pouvoir d'achat par an. Est-ce que vous n'avez pas peur que la taxe devant toujours être payée par quelqu'un, que les commerçants n'augmentent pas leur prix au final pour pouvoir eux payer la taxe et qu'au final ce soit le consommateur qui paye toujours ces transactions? Pourquoi les commerçants auraient des difficultés à payer une taxe de 0,01, 0,2% alors que la TVA va disparaître? Pourquoi devraient-ils augmenter leur prix? Au contraire, les prix vont baisser parce que la TVA va disparaître. Et ça sera bon pour le tourisme d'ailleurs. Non, si la TVA disparaît, c'est ça le point clé. Parce qu'on parle de 10 à 20% suivant les cas pour la TVA, et pour la microtaxe, c'est 0,1, 0,2, 0,3%. Donc, les choses sont claires. Au bout du compte, au niveau net, ça sera un gros avantage pour la plupart des entreprises et des foyers fiscaux. Donc, il n'y a pas de raison de se préoccuper d'une augmentation de 0,1, 0,2, 0,3% de taxes si en même temps 10 à 20% de taxes disparaissent. Parce que le gros du problème aura disparu. Sur la baisse des prix, rappelez un exemple quand même. Vous avez... le micro peut-être? Non, c'était juste un exemple. Ouais. Vous avez une baisse de TVA, je ne sais plus en quelle période, pour aider les métiers de la restauration de l'hôtellerie à embaucher. Il y a beaucoup d'embauches et les prix ont augmenté. Oui, donc il peut y avoir toujours des cas particuliers. Oui. Mais si ça se fait à l'échelle du pays, ce ne sera pas l'hôtellerie, ça va générer une dynamique particulière. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des quelque chose, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Vous nous expliquez les bienfaits de cette taxe pour le consommateur. Ma question, elle concerne une entreprise industrielle qui fabrique des machines-outils et qui les exporte. Cette entreprise, la TVA, c'est pas son sujet, puisqu'elle ne la paye pas, elle la récupère. C'est quoi qu'est-ce qu'elle gagnera, cette entreprise industrielle?
Oui, moi, je voudrais vous citer un cas particulier. Les entreprises qui ne sont pas concernées par la TVA, tout de même, je parle sous votre contrôle, mais constituent une minorité d'entreprises. La grande majorité d'entreprises serait très satisfaite d'une disparition de la TVA, non seulement au niveau financier, mais au niveau de la bureaucratie qui disparaîtrait. Donc on peut toujours trouver des cas particuliers, vous en citez un, effectivement, mais à mon avis, il n'est pas représentatif. Il y a un point que j'ai peut-être pas suivi. En fait, qui collecte la taxe? Plusieurs fois, vous avez dit c'est automatique, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe. Prenons l'exemple d'un retrait automatique, distributeur automatique. Vous allez à votre banque, vous retirez 100 €, la banque prélève automatiquement, le système prélève automatiquement 10 centimes, 0,1%, et la banque transfère à Bercy par exemple. En fait, je cherche à savoir qui va faire l'évasion fiscale. Mais là, l'évasion fiscale, bien sûr, il n'y a pas de système magique, mais si le système est automatisé, comme le projet le prévoit, il n'y a pas d'évasion fiscale à faire. C'est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous retirez les 100 €, 10 centimes sont perçus. Sur ces 10 centimes, il y aura peut-être 1 centime qui restera pour la banque, et 9 centimes iront à Bercy. Voilà. Donc, optimisation fiscale, et puis encore une fois... En fait, ça repose sur celui qui n'a pas envie que cette taxe soit instaurée. Ça repose sur la banque. Non, mais la banque sera payée pour son travail, c'est logique. Donc plus elle rapporte à Bercy, plus elle reçoit d'argent. Puis encore une fois, aller échapper à l'impôt lorsque l'impôt correspond à 10, 15%, 20%, on comprend. Mais échapper à l'impôt lorsque il correspond à 0,1, 0,2%, d'abord, les banques qui essaieraient de mettre en place des montages pour échapper à cette taxe 0,1, 0,2% ne le feront pas gratuitement. Donc il faudra que le client compare la taxe 0,1, 0,2, 0,3% avec le coût qu'il va payer à la banque et puis avec les risques. Parce que l'échange d'informations existe à tout niveau en Europe. Donc il y aurait beaucoup de risques pour un gain tout de même bien limité. J'habite en Suisse, je ne vais pas chez le coiffeur en France parce que ça me revient 0,1% de moins. Il faut garder les pieds sur terre là aussi. Ça concernerait un secteur très particulier. Une ou deux questions encore, je vous propose. En attendant qu'on donne le micro, moi j'ai une question plus globale. Cette histoire de dette, là, donc si on fait rien, on continue. Hein, je crois qu'elle augmente de 2300 € toutes les secondes, je crois, en France. La France n'est pas le seul pays, loin de là. Beaucoup de pays voient leur dette augmenter tous les ans. Si j'étais un peu brutal, je dirais que tout le monde s'en fout. Mais jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'il y a des espèces de courants pensés qui nous disent oui, mais de toute façon, c'est pas grave, un jour on l'annulera. Mais qui? Comment? Et moi, ça me préoccupe par rapport à mes enfants, mes petits-enfants, de ce qu'on va leur laisser. Mais qui va l'annuler, cette dette? Parce qu'il y a bien un moment donné, je sais pas, le système va exploser. Oui, c'est vrai. Bon, historiquement, dans certains cas, la dette a été annulée. Je cite l'Allemagne et non pas la Grèce. L'Allemagne, 1953, les 2 tiers de la dette ont été annulés. Ce pays l'oublie souvent d'ailleurs. Parce que ça devenait intenable. Aujourd'hui, c'est intenable aussi. Je le disais en introduction, souvent les dettes sont payées avec de nouvelles dettes. La dette est devenue un business, une drogue pour certains, mais nous en payons les conséquences, nous, nos enfants, nos petits-enfants. J'ai regardé le budget de l'Italie, ce que l'Italie consacre seulement à l'intérêt de la dette, c'est la moitié du budget de la santé dans ce pays. Donc seulement pour l'intérêt de la dette, c'est la moitié du budget de la santé. Pourquoi? Parce que les taux sont faibles aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi ils sont faibles. Supposons qu'ils commencent à augmenter. Alors on va voir un pays central en Europe, et ça concerne la France, l'Allemagne, qui seulement pour rembourser l'intérêt de la dette va avoir un budget qui va correspondre au budget de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va générer des tensions énormes. La santé, c'est essentiel. Bien sûr qu'on peut faire des économies ici ou là, mais c'est essentiel. À un moment, il faut arrêter. Donc il faut remettre les choses à plat. Et il faut le faire le plus vite possible. Alors ceux qui viennent toujours avec les mêmes recettes qu'on entend depuis 50 ans se trompent parce qu'ils nous mènent dans une impasse. On se cogne la tête dans cette impasse contre ces murs depuis 50 ans, ici 60 ans. Il faut réfléchir différemment. Et ça, on ne le voit pas ni à gauche ni à droite dans ce pays, malheureusement. Dernière question.
Merci. Bonsoir. Alors une question très pratique. Vous dites que vous taxez la transaction financière. Qui paye? L'émetteur de la transaction ou le récepteur de la transaction? Bon là, il faut se mettre d'accord. Soit c'est l'émetteur complètement, soit c'est celui qui reçoit, soit c'est 50-50. Donc ça, on a laissé ouvert en Suisse. Ça, c'est juste une question formelle. On a envisagé 50-50, par exemple. On prend une décision, puis on la respecte. Voilà. Et merci pour ce point. Bonsoir. Ouais. Moi, je suis un petit peu sidéré, quoi. C'est un effet de sidération. Et je me dis, 57 ans, comment je peux, moi-même, à ma petite échelle, raisonner autrement que comme j'ai été formé, comme j'ai pratiqué l'économie à mon échelle. Et donc, quel est votre conseil, là, quand on va sortir? Qu'est-ce que, pratiquement, on peut faire de ce qu'on a entendu? Parce que moi, je me sens totalement sidéré et démuni. D'abord, il faut digérer les idées. On fait un apéritif, on peut parler, moi je reste parler un peu. Ça, il faut digérer des idées nouvelles, et puis après ça, vous verrez si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs. Peut-être que demain, vous allez voir que ce n'est pas une idée qui vous convient, mais il faut y réfléchir. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, et puis se renseigner. Puis vous verrez effectivement que ce volume a explosé, ce volume de transactions électroniques. Et puis, vous savez, en économie, malheureusement, bien, ce sont toujours les mêmes concepts qui reviennent. Donc, on a des gens qui répètent ce qu'ils ont appris à l'université, et puis qui ne cherchent pas à réfléchir de manière différente. Non, il faut comprendre qu'on est en 2019, on n'est plus en 2000, on n'est plus en 1980, on n'est plus à l'époque de la guerre, il faut apporter de nouveaux concepts. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est toujours les mêmes solutions qui seraient apportées à de nouveaux problèmes. La dette explose, c'est un nouveau problème. Donc, historiquement, la dette explosait lorsqu'on avait des guerres. Pas de guerre, la dette explose. Ces produits dérivés, cette innovation financière qui nous est vantée, parce que la France serait très active dans ce domaine justement avec ses 3 grandes banques, elle génère des problèmes. Voilà. Donc ça veut dire être capable de penser de manière critique, s'informer dans les grands médias, mais à l'extérieur aussi, et puis lire. Moi je réponds à mes courriels, et puis si vous trouvez l'idée intéressante, bien, questionnez vos élus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne connaissez pas cette idée, moi voilà, on vous l'expliquer en 2 minutes. Nous, encore une fois, on a un site à propos qui va fonctionner la semaine prochaine. C'est microtax, en anglais microtax.ch pour la Suisse. Donc il y a les textes en français, en autre. C'est sur mon site aussi, je l'ai donc ouvert, une page, tout le monde peut comprendre. Et si les gens ne se connaissent pas, mais ils peuvent lire la page. On n'est pas à 1000 pages de documents, c'est très simple, et que les gens se positionnent. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une solution qui mettrait d'accord 99% de la population. Gilet jaune ou pas gilet jaune. Tout le monde serait content que la TVA disparaisse, tout le monde serait content, quasiment tout le monde, que la finance casino soit bridée, etc. Ça a beaucoup d'avantages. Voilà. Mais ça veut dire réfléchir de manière différente. Voilà. Les citoyens soient capables d'être créatifs. La théorie économique ne l'est pas. Elle ressasse les mêmes recettes depuis 60 ans. Écoutez les professeurs d'économie, c'est ce qui est... Ça, c'est les mêmes idées. Donc voilà, je comprends que vous soyez sidérés, surpris, je comprends tout à fait. Et encore une fois, moi je réponds à mes courriels, on peut parler pendant l'apéritif. En tout cas, merci Marc pour cet exposé. Donc, je vous avais dit qu'il serait décapant. Donc merci encore. Bravo. Merci à vous. Rebondir sur ce que tu as dit Alain, il y a peut-être une première chose qu'on peut faire tous ici, si vraiment on se sent concerné. On a encore 8 jours pour répondre à ce débat, ce grand débat. Alors faites-le, écrivez, dites, pour y croire. Enfin, ils en feront ce qu'ils voudront, mais enfin, en attendant, on leur a dit. En tout cas, moi je peux vous dire que je compte bien mettre un message là-dessus. Et puis il y a des contacts qui sont pris, nous, ici, sur le territoire, avec des députés, qui ne pouvaient pas, j'allais dire, être là ce soir, et qu'on va rencontrer derrière, sénateurs aussi, on va essayer, puis qu'est-ce que vous voulez, voilà, il faut qu'on essaye de faire la même chose sur la Loire. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on a peut-être à essayer. Oui, Monsieur le Président. Juste deux petites choses, donc rassurez-vous, c'est fini, on va tous pouvoir aller digérer ça autour d'un bon muscadet, parce que voilà, nous on aime bien aussi mettre en avant les produits de notre territoire. Marc, on a tout un tas de bouquins qui ne coûtent pas très cher.
non, c'est pas le 01, ça ne fait pas 01 pour la réaliste, mais voilà. Et que Marc Genès propose de vous dédicacer, donc profitez-en. Et puis, elle est repartie. Auparavant, il y avait les partenaires qui étaient inscrits sur le tableau, et je voulais les remercier parce que voilà, ça marche des soirées comme ça aussi avec les partenaires. La Chambre qui nous a prêté ses locaux, la Fédération des promoteurs immobiliers, merci Alain, le MEDEF et la CPNE. Donc merci à ces partenaires. Bonne fin de soirée. Merci.